invisible mais bien réel. Le burn-out, épuisement, perte de repères, fatigue mentale. Ces états peuvent mener à la dépression si on n'y prête pas attention. Comment les éviter? Comment repérer les signaux d'alerte? Pour en parler, j'accueille Marc Darou, consultant en relations d'aide, et Véronique qui nous rejoindra dans quelques instants. Elle a accepté de nous livrer son témoignage de son burn-out qu'elle a vécu il y a plusieurs années. Si vous aussi vous avez déjà fait un burn-out, une dépression, ou bien si vous vous posez la question des signaux avant-coureurs, n'hésitez pas à nous partager votre témoignage pouvant être anonyme, bien sûr. Cette émission, c'est la vôtre, alors rejoignez-nous au 258 ligne directe, c'est parti. MC La Première, ligne directe, 11h midi, Géru Chawaya. Alors, il y a en effet plusieurs choses. On parle de dépression, de burn-out, mais ce n'est pas la même chose, la dépression ou le burn-out, mais ça peut être associé. Oui, voilà, tout à fait ça. Bonjour à tous d'abord et à toutes. Oui, ça peut tout à fait être associé, mais c'est quand même deux choses différentes. Sinon, ce serait le même mot hein, s'il y avait la même chose. Alors déjà, burn-out et dépression, c'est qu'on arrive à certaines limites dans les deux cas de figure. Quand on commence à sentir qu'on va moins bien d'un point de vue psychologique, d'un point de vue de mal-être, de bien-être, et ben pour moi c'est de suite d'aller voir un médecin. Déjà la première chose, moi je suis pas médecin, je suis consultant en relation d'aide, donc j'écoute les gens et je travaille plutôt soit en amont pour éviter ce genre de choses, soit après quand c'est déjà arrivé, de voir comment aider une personne à revenir à son bien-être. Mais la première des choses, c'est que si on sent qu'on va moins bien, ben on va chez un médecin, et si le médecin pense qu'il y a des signaux un petit peu plus perçus, ben il vous demande d'aller voir un psychiatre. Et voilà, c'est vraiment important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent sentir je vais moins bien et je m'en occupe pas. Et moi, ça, je trouve ça très dommage parce que c'est pour ça que ça arrive les problématiques. C'est comme si vous me disiez ma voiture fait du clic clic clac clac et puis je m'en occupe pas. Et puis, mais on est beaucoup à faire ça malheureusement. Exactement, c'est vraiment ça. La voiture est un très bon exemple. Oui. Parce que la voiture, on va avoir les signaux. C'est le moi je me dis toujours, c'est le tableau de bord. En fait, quand vous m'avez dit comment on peut voir, ben on peut voir parce qu'il y a un tableau de bord. Et le tableau de bord de l'être humain, c'est ses sensations, c'est ses émotions. Et il le sait qu'il y a un truc qui va pas. Mais je passe en force. Non, mais d'abord, la première chose, c'est non, mais ça va, c'est juste momentané. Je suis fatigué, j'en peux plus. Oui, mais tu comprends, il y a ça. Quand les gens viennent me voir quelquefois en amont, oui, je sais, il faudrait que j'aille prendre un petit peu de congé. Il faudrait que je délègue un peu plus, si c'est le travail. Ouais, mais ils comptent sur moi. Oui, mais tu parles, il y a les enfants. Et puis petit à petit, bon là c'est plus pour le burn-out que je parlais, parce que la dépression elle vient plutôt sur des événements qui nous arrivent qui sont difficiles. Il faut voir que la dépression ça vient souvent de la tristesse. La tristesse vient du manque ou de la perte, c'est-à-dire qu'on il y a des décès, des deuils. Ouais, ça peut être un décès, ça peut être un deuil, ça peut être aussi un travail qu'on voulait avoir qu'on n'a pas. Ça peut être voilà des événements de vie qui sont difficiles où il y a vraiment une perte ou un manque. Et à un moment donné, et là que je vois la plupart du temps, je posais même la question hier, j'étais en formation. Et à première donnée, je dis quand on vit de la tristesse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas rentrer en dépression? On me dit se ressaisir. Eh ben non, pas de suite. J'ai envie de dire. D'abord, il va falloir accueillir. On réagit comme ça parce que c'est une réaction qui est, j'ai envie de dire humaine, ou en tout cas qui est généralisée un petit peu. On se dit non, mais je peux dépasser. Oui. Pourquoi on s'écoute pas? C'est la société, c'est l'entourage. Qu'est-ce qui fait qu'on va pas écouter les signes, comme dit, les signes avant-coureurs? Alors, ce que vous venez de dire, l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, alors, ce qui est vrai, c'est que je vais pouvoir le dépasser. Moi, je dis pas. Mais on veut le dépasser tout de suite. Mais on veut le dépasser tout de suite. C'est juste une question de cette notion de pas à pas. La voiture est en panne, il faut qu'elle soit réparée de suite. Maintenant, il va falloir peut-être diagnostiquer, prendre le temps et réparer petit à petit. Ben, un être humain, c'est pareil. Et puis, sur la dépression, ce que je vois, on voit que ça va pas. Et ben, de suite, c'est oui, mais j'ai un rôle, oui, mais j'ai des fonctions, oui, mais je suis parent, donc je dois dépasser le truc de suite. Et je mets pas les choses en place au fur et à mesure. C'est catastrophique. Oui, c'est ça qui est catastrophique. On est dans une société quand même qui va assez vite, hein, et aussi dans une société où il y a une société du paraître évidemment, mais aussi du bien-être. On parle beaucoup de body positivisme, de positivisme à outrance. Bien, être positif, faut être positif. Souvent. Voilà. Tu vois, là, vous voyez, vous allez me dire un mot qui moi il m'a plu. Là, c'est outrance. C'est le outrance qui va pas. Et puis moi, j'emploie pas souvent positif, j'emploie constructif. C'est-à-dire comment je vais construire. Positif, quand, je sais pas, moi je donne toujours des exemples simples. Quelqu'un m'est rentré dans la voiture, c'est pas positif sur le moment.
Non, il faut Après, sourire. voilà, Il faut... voilà. Non, ça va C'est être, pas naturel. ça va être, bah non, ça m'embête. Que je le dise gentiment à la personne, que je monte pas dans les tours, que je sois pas dans la violence parce que je vis quelque chose. Oui, mais positiver quelque chose qui est désagréable au départ, non. Après, comme disent, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on le construit, comment on se répare avec ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, sur la dépression, c'est plus ça le problème la plupart du temps. C'est qu'un truc, quelque chose dans notre vie a été difficile et on veut passer trop vite à c'est bon, je passe à autre chose. Non. Non, c'est beaucoup trop rapide. Donc la première étape de la tristesse, c'est accueillir cette tristesse. J'ai vécu quelque chose de délicat, de difficile, il va falloir le digérer. C'est pas pareil, la digestion. Ouais, ben, j'ai trop mangé. Ouais, ben, je dois digérer vite, je vais remanger le repas d'après. Ben non, je vais d'abord digérer, prendre ce temps et après on passera. Et s'il y a besoin même de faire un jeûne, on fera un jeûne. Donc s'il y a un besoin sur une dépression de voir du temps où il n'y a rien, où il va falloir pleurer peut-être ou exprimer sa tristesse, il y a une phrase que j'aime beaucoup en communication non violente qui dit « Tout ce qui a besoin d'être exprimé et qui est réprimé va vous déprimer ». C'est parce que, voilà, et ce truc de on passe de suite à autre chose, va pouvoir aller trop vite. Et c'est aussi quelqu'un qui vient me voir dans mon bureau qui me dit donnez-moi un coup de pied au cul pour que j'avance. Bah non, moi j'ai pas envie de donner ce coup de pied aux fesses. S'il y a quelque chose qui va pas, on va d'abord aller l'analyser, le vider, l'analyser, regarder. Je prends une phrase de sagesse hindoue qui dit émotionnellement acceptez, accueillez, ouvrez-vous, intellectuellement voyez ce qui peut être fait, et en action faites-le. Mais ce laps de temps, il faut le temps. Et il faut le temps. Et s'il faut pour certaines choses 3 mois, il faut 3 mois, 6 mois, 6 mois, 1 mois, 15 jours, 15 jours, voilà. Ça, c'est pour la dépression. Et là, vous appuyez sur un point qui est intéressant, c'est le temps. Le temps, on n'a malheureusement pas toujours le temps. C'est-à-dire qu'on a, en tout cas, ce sentiment, je savais que vous alliez rire. Comme vous le disiez, des fois, on est dans un rôle, par exemple, Ouais. où on est en Calédonie, on est un pays d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, Oui, entrepreneurs certainement nous écoutent. Oui. Devoir prendre le temps, c'est un temps qu'on ne peut pas, enfin, on ne gagne pas d'argent, par exemple, et donc il y a un rouage aussi qui peut se mettre. C'est vrai. La grande difficulté, c'est de pouvoir le prendre aussi, ce temps. Comment on fait? Comment on fait? Ben ça, alors là, après, j'ai envie de dire, c'est chaque cas est individuel. Je ne pourrais pas donner de choses collectives sur cette notion. Ce que je vois, puisque j'écoute les gens, moi, depuis 2003, donc ça fait plus de 20 ans. Donc le point commun, c'est d'abord cette notion de ne pas avoir le temps, je la retrouve partout. Et ce que je vois, c'est qu'en ne prenant pas le temps, on perd du temps. C'est-à-dire que ça nous rattrape toujours. Bien sûr. C'est comme si on me dit j'ai pas le temps, donc je vais construire la maison sans faire les fondations. Parce que j'ai pas le temps. Ok. Alors la maison va peut-être être construite, mais elle va être peut-être vite détruite aussi. Je ne veux pas trop faire de politique, mais quand on me disait oui, il faut aller vite là. Quand je vois que 5 ans après, on est toujours aussi lent pas, c'est bien parce que le vite va pas bien, ne marche pas. Les fondations, et pour tout dans la vie, les fondations sont hyper importantes. Et c'est pas joli, les fondations, c'est du béton et du ferraillage. C'est plus joli les murs, la peinture, le beau toit, mais si ça y est pas, ça marche pas. Donc de vouloir aller vite et de construire quelque chose qui ne tient pas, ça prendra beaucoup plus de temps. Et j'ai vu tellement de gens dans leur vie ne pas construire ce qu'ils ont envie de construire. Et à la fin de leur vie, regretter ou avoir des regrets de « ouais, mais j'ai pas fait ça, mais j'ai pas... » Dommage. Oui, on l'entend beaucoup d'ailleurs. Dommage. Et un entrepreneur qui réussit, pour moi, c'est un entrepreneur qui, oui, va savoir prendre le temps à des moments donnés parce qu'il va prendre ce recul, se dire, et même si, et quelquefois, il va falloir l'échec d'être allé trop vite pour se dire, bon, où est-ce que je me suis trompé? Je prends un peu de recul, voilà. Et donc, je vais faire le lien là. Les entrepreneurs, par exemple, c'est eux qui ont... c'est pas les dépressions que je vais voir le plus, c'est plutôt les burn-out. Parce que c'est des gens d'énergie, qui ont beaucoup de puissance, qui ont de la force, et donc ils vont se servir de ça pour ils sont très engagés dans ce qu'ils font. Ils aiment, et puis ils sont passionnés. C'est quelqu'un qui a un burn-out, c'est pas souvent quelqu'un qui n'a pas envie de son travail, c'est qu'il aime. C'est la maladie de l'engagement. Oui, il se donne à fond. Sauf qu'à un moment donné, il voit pas qu'il déséquilibre toute une part de lui qui a besoin d'autre chose que d'être dans ce domaine-là. Parce que l'être humain, ben, c'est un être d'équilibre. Ça fait partie des besoins essentiels de l'être humain, d'avoir un équilibre. Et l'équilibre, c'est pas que la réussite, que ce soit de parents, la réussite, c'est un équilibre de tout, c'est savoir se reposer, c'est savoir créer, c'est ce qu'on porte en soi. Et chacun est différent. Donc, je n'irais pas dire à tout le monde doit aller faire du sport. 30%, 50%, c'est chacun selon... Non, moi, c'est chacun. Il n'y a pas de règle. Mais pour ça, il faut s'écouter, en fait. Il n'y a que de l'écoute. Je peux aider des gens dans tous les domaines parce que c'est juste de l'écoute, c'est eux qui ont les solutions. Il faut que j'arrive à comprendre.
Moi, je suis pas sportif de haut niveau. Si quelqu'un il a besoin d'aller faire 2 heures de sport par jour, je vais pas lui dire de pas faire ou d'en faire parce que c'est pas Marc qui compte là, c'est lui. Donc, et on est tous différents. Donc, par contre, il faut arriver à se comprendre. En fait, ce que le mal de nos sociétés, c'est qu'on ne s'écoute pas soi-même au bon sens du terme, qui est comprendre au vrai sens du mot étymologique, qui est inclure. Je comprends comment je fonctionne. J'essaie d'être inclusif avec moi-même de comment différentes facettes de moi fonctionnent pour arriver à les assembler. Un peu comme il faudrait faire sur le territoire. Justement, en parlant d'apprendre enfin, pour se comprendre, Oui. j'imagine que ça doit s'apprendre en fait au fur et à mesure de la vie. Est-ce qu'il y a des, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont j'ai envie de dire les petites astuces pour se comprendre? Parce que des fois, on a une image de soi-même, on a une image de ses propres capacités ou de ce qu'on aimerait atteindre. Oui. Mais on n'est pas forcément en phase avec ce qu'on peut réellement faire ou ce que. On prend là encore une fois du recul. Et puis on expérimente. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit sortir des opinions pour en faire des certitudes. Et c'est le chemin de l'expérience. Il n'y a que l'expérience qui permet de voir. Vous faites de la radio, vous pouvez vous dire avant d'en faire, j'aimerais en faire, j'ai envie, ça peut me plaire. Mais tant que vous n'avez pas testé d'être devant un micro et de parler devant le micro, vous ne savez pas si vous êtes fait pour ça ou pas. Et après, vous pouvez être fait pour ça et vous rendre compte, oui, je suis fait pour ça, mais j'aime ou j'aime pas. Oui. Mais c'est que l'expérience qui va permettre de le voir. On peut bien sûr avoir des présupposés. J'adore travailler avec les gamins sur l'orientation, mais on peut sentir, je peux avoir envie de ça, mais c'est que l'expérience qui va permettre de le voir. Donc, c'est complexe l'être humain. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il est dans le burn-out et la dépression, il n'est plus dans ses visions avec du recul de se dire comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin. Voilà, qui suis-je en tant qu'être humain et où est-ce que j'en suis en ce moment, et je suis plutôt mécanique. Et oui, je suis d'accord, nos sociétés, pas calédonienne, là. Nos sociétés vont vite. Et en plus, alors, vous êtes dans un domaine d'information. L'information va à une vitesse vertigineuse, donc on voudrait aller aussi vite en tant qu'être humain que l'information qui circule, que tout. Mais non, c'est beaucoup plus lent que ça, un être humain. Ça demande de prendre du recul, mais concrètement, comment ça se passe? Parce que souvent, on fonce, on est à fond, on est dans que ce soit pour la dépression, mais aussi principalement pour le burn-out. Quels sont les signes avant-coureurs? Ils sont physiques, ils sont mentaux? Comment ça se passe? Il y en a c'est un package complet. Il y a un package. Sur le burn-out, il y a un package physique, il y a la fatigue. Quelquefois, je n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire que je suis fatigué et je n'arrive pas à dormir parce que notre mental, il est à fond. Il y a les pensées qui sont à fond, qui vont dans tous les sens. Je pense à ça, il y a ça. Donc, il y a une fatigue, mais qui fait que je suis en surmenage parce que je vais quand même bouger beaucoup. Et donc, il y a à la fois mental, à la fois physique. Donc, dès qu'on commence à sentir, j'aurais dit bien, là, vous disiez, il y a Véronique là qui va, je sais que je la connais, donc elle va pouvoir dire comment elle a vécu cette chose-là, de se dire, bon, ben voilà, quels sont les signaux. Et puis, ce que je pense, c'est qu'à un moment donné, quand on s'arrête, d'abord, c'est des gens qui n'aiment pas s'arrêter, qui ont du mal, qui le culpabilisent. Alors c'est un mot que je n'aime pas parce que pour moi, coupable, fondement juridique, coupable, il y a une notion d'intentionnalité de nuire. C'est pas qu'on soit responsable de nos actions, oui, mais coupable, non. Donc, mais on se culpabilise, donc on veut continuer alors qu'il faudrait s'arrêter. On est à contresens. Les personnes vont vous dire, ouais, je vais vite reprendre. Non, mais s'il y a besoin de prendre un peu plus de temps, prend plus de temps. Et pour ça, il faut être bien entouré. Oui, et puis là, va aller dire à quelqu'un, il va falloir que tu va au cinéma, va te reposer, quoi. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu aimerais si tu pouvais? Ouais, mais aller au cinéma, mais je vais pas aller au cinéma alors que je travaille pas. Et puis, là, et on mouline, et puis on reste coincé. Donc, on perd aussi du temps à pas mettre les actions en place de suite parce qu'on a peut-être honte ou là il faudra demander. Moi j'ai pas vécu de burn-out, j'étais pas loin quand j'étais avant d'aider les gens il y a 20 ans, je faisais de la finance et c'est un domaine où oui, la journée je voyais les clients et le soir je faisais de la bourse, donc oui j'étais pas loin, mais j'ai eu de la chance qu'il y a eu un déclic à un moment donné. Avant de... mon papa était gravement malade et je me suis dit, quand je l'ai vu gravement malade, je me suis dit, est-ce qu'il faut attendre d'être malade pour être vraiment soi-même? Ça a été un déclic et je me suis dit, j'arrête ça a été plus long que ça, mais je pars au Canada, je vais faire des stages, je vais comprendre comment je fonctionne, parce que là, je vois que je vais péter les plombs. Et donc, avant de péter les plombs, je suis parti. Vous avez eu le déclic qui vous a un peu sauvé. La providence, la chance, bon voilà, je sais pas. Après, je l'ai évité.
mais je pense que je devais pas être bien loin surtout du burn-out, mais je pense aussi un petit peu de la dépression parce qu'il y avait beaucoup de manque dans ma vie. En fait, je m'en suis rendu compte qu'après. Véronique nous rejoindra peut-être dans cette émission. En tout cas, on espère qu'elle nous rejoindra avant la fin de cette émission. Vous qui nous écoutez, si, comme Véronique, vous avez peut-être vécu un burn-out et que vous voulez en parler, si les propos de Marc Darou, vous avez envie de réagir, il n'y a qu'un seul numéro, c'est le 258. 258, vous êtes les bienvenus autour de cette table, rejoignez-nous. C'est la première, ligne directe, Géru Chawaya. Justement, on parle aujourd'hui de dépression et de burn-out. Est-ce que un burn-out est-ce qu'il y a forcément une dépression qui va être associée? Non, pas du tout. Il y a des gens qui vivent que du burn-out, qui vivent pas de dépression. Quelqu'un qui vit vraiment une dépression, là, c'est plus un psychiatre qui pourrait répondre, mais de ce que j'ai pu percevoir, il n'y a plus d'envie. Un burn-out, il y a des envies. L'envie de travailler, l'envie d'avoir des activités, mais je peux plus. C'est comme si la voiture a plus de batterie. Elle marche. On a envie d'y aller, mais elle marche plus. Et pour ceux qui l'ont vécu, me disent même je peux passer devant l'entreprise que je travaille. Si c'est professionnel, je peux passer devant l'entreprise, rien que de passer devant, paf, je peux me mettre à pleurer. Donc c'est tout le cerveau va avoir mis stop. Comme un danger. Oui, il y a un danger. Je t'ai dit depuis un moment, ça va pas, tu m'écoutes pas, tu as quand même envie de continuer. Je mets tout un système en place pour un disjoncteur. Voilà. C'est quoi? C'est une manière de nous protéger? Bien sûr. Oui. Bah oui, alors ça paraît bizarre, on va dire, une manière de protéger, pas plus pouvoir travailler. Mais oui, parce que je n'ai pas écouté tout mon corps qui me disait, tout mon esprit, tout mon corps qui me disait, là, tu dépasses la limite. On a tous des limites. Ça aussi, c'est le propre de l'homme, de ne pas accepter l'être humain est limité. Dans les pensées, on ne l'est pas. Dans les pensées, je peux m'imaginer que je peux me transposer à Paris, je peux me transposer à Las Vegas, je peux me transposer n'importe où dans la pensée. Dans la réalité, c'est pas ça. Et donc, à un moment donné, on ne fait plus le lien, on fait plus la distance entre la réalité et les pensées. Et dans notre pensée, on est capable. Une personne, alors là c'est pas sur le burn-out, mais pour montrer, elle avait rendez-vous à mon bureau à la Vallée du Tir, rendez-vous à Ducos, je mets un rendez-vous, je finis mon rendez-vous à 10h, et puis je me mon prochain rendez-vous à Ducos à 10h. Je ne fais pas le truc, mais j'ai quand même la route. Oui, mais la route, ne m'intéresse pas. Alors je ne tiens pas compte. Ben, si elle est là. Si je ne tiens pas compte de ça, je ne tiens pas compte de la réalité. Et dans le burn-out ou la dépression, on ne tient plus compte de la réalité d'une certaine façon. Elle ne nous arrange pas. Vous parlez justement de burn-out lié à la vie professionnelle. Il peut y avoir un burn-out, parce que c'est vrai qu'on quotidiennement, on en parle souvent en lien avec le travail, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de burn-out? Bien sûr, quels sont-ils? Bien sûr. Quand une maman doit s'occuper beaucoup de choses, ça peut être le boulot qui va être... elle peut travailler et avoir toute ses enfants à s'occuper, même si elle a le conjoint et tout, mais il y a une charge mentale qui peut y avoir. C'est la charge mentale qui va être le plus importante sur le burn-out. Sur le burn-out, c'est pas physiquement que ça va... La première étape, elle est dans le mental. Et c'est le mental, parce qu'il est en surchauffe, qui à un moment donné, va y avoir un relais au niveau physique qui va dire, comme tu le prends pas au niveau mental, c'est au niveau physique qu'on va faire... bugger. On va te mettre un stop. On va continuer ensemble parce qu'on a Jean-Paul qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Paul, merci de nous avoir rejoint. Oui, bonjour. Voilà. La question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'une dépression peut engendrer des maladies graves et éventuellement des traitements? Est-ce qu'une dépression engendre des maladies? Alors, on n'est pas médecin sur ce plateau aujourd'hui, mais vous avez peut-être des éléments de réponse. Voilà, je ne suis pas médecin, non. Donc, je ne vais pas répondre d'un point de vue... Mais une dépression va peut-être faire que vous écoutez moins, vous faites moins attention à votre corps, vous faites moins attention à des traitements qu'il faudrait peut-être prendre ou à des vérifications qu'il faudrait avoir parce que c'est nécessaire et que j'ai moins peut-être de lucidité à ce moment-là. Donc, je vais répondre oui dans ce sens-là. Après, ce que mais là, c'est plus Dominique Megrabois que vous recevez des fois sur l'Agence sanitaire et sociale sur le diabète. Je pense que la dépression peut avoir quelquefois un lien parce que quelquefois on peut avoir aussi des peurs qui se mettent en place.
Or, comme on sait que le peur, ça génère, c'est le stress. Le stress, il y a besoin d'avoir un taux de sucre qui monte au niveau du cerveau. Je pense, si je l'écoute bien, mais ça, il faudrait peut-être que lui, il faudrait vérifier. Mais quand Le je lien, l'avais il y a écouté, un lien. eh ben, il me dit, ce que j'avais entendu une fois, c'est que dans les troisième source du diabète, il peut y avoir cette notion de stress et donc quand on est en dépression, il peut y avoir cette notion de stress, de peur qui peut jouer. Donc, en tout cas, oui, ça peut jouer parce que notre équilibre n'est plus le même. Donc voilà. Mais je dirais pas la dépression va générer telle maladie. Mais voilà. Moi, en tout cas, oui, ça a d'ailleurs été prouvé sur le lien entre le stress et les maladies. Il y a plusieurs études qui le montrent. On peut très vite retrouver des liens entre cela. Alors, je crois que Jean-Paul a raccroché. J'imagine qu'il est encore à l'écoute. J'espère que ça aura répondu à votre question, Jean-Paul. Oui, mais à vérifier, toujours pareil, à les regarder. Mais oui, parce que la dépression, on n'est plus à l'écoute quelque part. On n'a plus d'envie, on n'a plus donc on s'écoute moins. On va peut-être aller moins, on va se faire moins plaisir, on va moins alimenter pas mal de. Parce que la joie de vivre quand même est essentielle dans notre énergie. Donc on a moins d'énergie. Il y a tout qui va dysfonctionner un petit peu. Donc voilà, je pense que je répondrai plutôt oui. Nous sommes d'accord. Véronique nous a rejoint. Alors je le rappelle à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on parle de dépression, de burn-out. Nous sommes avec Marc Darou qui est consultant en relations d'aide et Véronique qui vient nous rejoindre. Elle a accepté de témoigner. Elle a fait un burn-out il y a quelques années, mais c'est elle qu'on va écouter. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints autour de cette émission. Alors, vous avez vécu un burn-out il y a plusieurs années. Quand est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus? Alors en fait, donc j'ai vécu un burn-out il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Je pense que le problème, c'est qu'en fait, à mon niveau, je ne sentais pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive, en tout cas qui m'est arrivé du jour au lendemain. Sur le moment, je pense que c'est ça. Que ça m'arrive du jour au lendemain et je ne comprends pas du tout ce qui m'arrive. Pour être clair, un matin, je pars au travail et je m'arrête sur le côté de la route parce que je ne peux plus faire rouler ma voiture, je ne peux plus avancer et je ne veux plus y aller. Physiquement, s'il y avait un stop. Physiquement, il y avait un blocage, mon cerveau ne répondait plus et je n'avais qu'un truc, c'était de me dire, mais là, il faut que je fasse demi-tour. Et donc, je prends un petit moment parce que je suis obligée de m'arrêter sur la voie de dégagement, sur le bas-côté, et j'attends dans ma voiture à me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je sens que je suis complètement bloquée. Donc, bien évidemment qu'il y avait énormément d'indicateurs avant, mais sur le moment, je ne suis pas en mesure de me dire et de comprendre ce qui m'arrive. J'ai mis bien 3 quarts d'heure, 1 heure à pouvoir redémarrer, à pouvoir appeler quelqu'un. Je crois que j'ai appelé mon mari, à lui dire, bon, bah, je retourne à la maison, je sais ce que je sais, je suis pas bien, je retourne à la maison. Et là, je m'écroule, je me dis, mais que se passe-t-il? J'avais plein de choses de prévues dans la journée. J'ai choisi le lendemain d'aller voir mon médecin généraliste qui m'arrête 1 semaine. Lui avait déterminé ce que vous viviez à ce moment-là? Non, il me dit qu'est-ce qui va pas, etc. Mais je ne suis pas en mesure de mettre des mots dessus. Je lui dis que je me sens très fatiguée, un peu. Voilà, je sais qu'il y a un climat. Je lui explique quand même que je suis dans un climat institutionnel un petit peu compliqué en ce moment. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que ça m'affecte. Voilà, je fais un métier aussi où il le sait parce que c'est mon médecin généraliste. Donc il sait que je suis souvent fatiguée, souvent stressée. Mais je banalise beaucoup. Je suis quelqu'un qui banalise beaucoup tout ça. Donc à chaque fois, il m'a régulièrement demandé... Oui, sinon c'est pas drôle. Ah ben non, sinon c'est pas drôle. Et je sais que mon médecin me connaît et à chaque fois il me dit, je vous arrête. Et moi je suis là, mais non, non, ça ira. Le oui mais non, le fameux oui mais non dont parlait Marc au début de l'émission. Et là, le médecin me dit, je vous arrête quand même. Donc il insiste un peu quand même. Et il me dit, je vous revois. Je vous revois dans 1 semaine. Et donc, effectivement, il avait bien compris, puisque 1 semaine après, je suis obligée d'y retourner, parce que je suis dans le même état. En me disant, mais je ne peux pas y retourner, en fait. Voilà. Et ça va durer 3-4 arrêts, où il me fait 1 semaine, 15 jours.
Et au bout d'un moment, il me dit, il faut aller voir un psychiatre là. Et donc là c'est déjà une première claque que je me prends dans la figure. C'est quoi, c'est le mot psychiatre qui vous paralyse? Oui, moi, un psychiatre. Il met les mots, il met pas du tout les mots de burn-out, mais de dépression. Et là, moi, je réagis assez mal en lui disant, mais moi, non, ça peut pas m'arriver à moi. Je suis pas quelqu'un du tout qui va tomber en dépression. J'ai une vie qui va bien, enfin voilà, personnellement. Et au niveau travail, c'est vrai que je me sais fatiguée. Je me sais fatiguée. Je ne mets pas le mot épuisement, encore. Vous banalisez encore un peu. Je banalise énormément. Et ce qui va, pour aller un peu vite, ce qui va faire, je pense, sens et en tout cas choc dans mon esprit, c'est le moment où je vais voir le psychiatre. Parce que finalement, j'y vais quand même. Oui. Parce qu'au bout d'un moment, mon médecin généraliste ne peut pas me faire des arrêts à répétition. Et donc, cette psychiatre m'entend. Elle est très à l'écoute. Ça ne dure pas longtemps, le rendez-vous. Et elle me dit, j'entends, je pense que vous avez besoin de repos. Et là, elle va dire quelque chose qui fait que je réalise l'ampleur des dégâts. Elle me dit juste, je vais vous arrêter 3 mois. Et alors là, je m'écroule. Je m'écroule complètement. Mais c'est pas possible. Je lui dis, j'argumente, j'ai tous les arguments qu'il faut. Vous pouvez pas m'arrêter 3 mois. C'est pas possible. J'ai un métier à responsabilité. J'ai plein d'engagements. Vous vous justifiez pour pouvoir reprendre au plus vite. On va continuer avec vous encore, Véronique. On a un auditeur au téléphone ou éditrice, Daniel, qui nous a rejoint. Daniel, merci d'avoir patienté. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Daniel. Je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais juste poser une question. Oui, on vous écoute. Est-ce que la dépression infecte l'esprit et le mental? Oui. Voilà, merci. Oui. Merci Daniel pour votre question et pour votre patience. La question de Daniel, donc est-ce que la dépression affecte le mental? Je crois que oui, la réponse est oui. Et Véronique l'a montré. Je vais même aller. Il démarre souvent par le mental. C'est-à-dire qu'on vit une chose dans le quotidien, ça touche notre mental et notre esprit. Et on n'arrive pas à le gérer et ça revient par le corps et par les émotions et c'est tout un circuit entre émotions et pensées et donc oui, il faut travailler le mental. Ce côté paralysie que Véronique a vécu le montre bien. On va continuer avec Véronique, mais on a Didier qui nous a rejoint aussi. Merci Didier, bonjour. Bonjour. Bonjour Didier, merci de nous avoir rejoint. Quelle est votre question? Je suis intéressé par les soins du burn-out et ça m'intéresse. Et vous voulez savoir vers qui vous tournez? D'un côté, ça m'intéresse et de l'autre côté, j'ai la solution pour éviter ça. Dites-nous. Quelle solution? Moi, j'ai été cadre, j'ai trop travaillé. J'avais une boucherie qui ouvrait de 6h du matin à 8h le soir non-stop. Et j'ai fait 3,6 millions de chiffre d'affaires en 10 ans. Vous avez beaucoup travaillé et pour éviter le burn-out, je me suis inspiré du système de la boîte aux lettres des Israélites, comment ils ont traversé ça en 1947. Et quel est ce système? Ça s'appelle le système de la boîte aux lettres. Et en quoi ça consiste? Vous écrivez sans vous relire. Oui, ça c'est bien. Ah, d'accord. Vous écrivez, d'accord. Et ça. Vous écrivez, vous dénoncez tout ce qui va pas, sans relire. D'accord. Et une fois que vous êtes soulagé, au bout de la 30e ligne, vous brûlez l'écrit. Et ça a marché pour vous? Ça a marché pour tous les juifs. C'est pour ça que le peuple israélite, à partir de 1947, est devenu aussi fort. C'est grâce à ça. C'est grâce à cette technique. Merci en tout cas de l'avoir partagé avec... Et je suis étonné que cette technique ne soit pas répétée. Enfin, c'est pas rentable pour les psychiatres.
Et Zicat qui nous écoute, si vous voulez participer à l'émission. Merci en tout cas pour cette intervention et d'avoir partagé avec nous votre témoignage. Merci. Oui, mais ça vient dans ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui a besoin d'être exprimé et qui est réprimé va vous déprimer. Donc dès lors que vous exprimez, que vous faites sortir, je pense que les psychiatres, dès qu'ils ont des aides et qu'ils peuvent le faire, ils le font. Je pense qu'on fait des métiers où on a envie que les gens s'en sortent le plus vite possible. Et je pense qu'il y a une éthique là-dessus qui est très importante. Donc après, je pense que c'est une idée. Après, ça, pour moi, ça dépend des gens. Faut trouver non, mais c'est une idée qui est excellente sur le principe. C'est-à-dire qu'il faut que ça sorte. Après, la méthode, il y en a, ça va être l'écriture, ça va être parler, ça va être peindre, je sais pas. Mais il faut que ça sorte. Donc Véronique, elle disait oui là. Justement, parlant de Véronique, j'ai envie de revenir à ce que vous nous racontiez. Vous arrivez donc à ce rendez-vous chez la psychiatre qui vous arrête pour 3 mois. Oui. Et là, c'est l'effondrement. Comment vous étiez-vous justifié? Je suis face à la réalité, en fait. Je crois que c'est la première qui me met face à ce que je suis en train de vivre, en fait. Donc là, je suis face à moi-même et j'accepte, en fait. Et à partir de là, effectivement, je vais commencer à voir tous les indicateurs, tout ce que j'ai pas voulu voir, en fait, tout ce que je me suis pas écoutée. En fait, je pense que c'est souvent ça. On s'écoute pas et on passe à côté, effectivement, de ce que le corps veut nous dire, de ce que l'esprit veut nous dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris quels sont les signaux que m'envoie mon corps pour me dire, là, tu vas trop loin, arrête. Et ben avant d'entendre ces signaux, on a encore une auditrice au téléphone qui nous a rejoint. Je crois que ça inspire beaucoup, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez peut-être une question, un témoignage, madame? Oui, alors je voudrais réagir par rapport à l'émission du burn-out, oui, de la dépression et tout. C'était juste pour conseiller à tous ceux qui ont des moments douloureux, chargés et tout. Ben, c'est juste pour dire qu'en fait, il faut avoir la sagesse. La sagesse et d'organiser voilà, tout ce que vous avez à faire. Il faut organiser parce que souvent, plusieurs personnes ils font des choses en même temps et ils n'ont pas le temps de faire ceci ou cela. Et en fait, il faut régler votre vie. Et l'essentiel que je voudrais dire, eh ben, je conseille à chacun, tous ceux qui sont débordés, de lire la parole de Dieu. Voilà, la parole de Dieu, c'est la Sainte Bible. Je l'ai conseillé à beaucoup de personnes et ils se sentent beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ose appeler pour donner cette solution à toute personne. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu guérit votre cœur, guérit votre âme, vous soulage dans tout ce que vous avez. Parce que Dieu dit dans sa parole, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc le repos, c'est en Dieu, c'est dans sa parole. Voilà, en tout cas, que Dieu vous aide et soyez bénis. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour ceux justement voilà qui sont croyants, on le sait, la foi peut être justement, en tout cas, un autre moyen de pouvoir se libérer. Il y a un autre moyen aussi que j'ai entendu, c'est les petits oiseaux que j'ai entendus derrière. Ouais. C'est-à-dire que la nature, bah alors voilà, celui qui n'est pas croyant en Dieu, bah c'est, je crois à la vie. Oui, croire à la vie, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est on revient à qu'est-ce qu'est la réalité. Et vous avez dit, mais comment on peut faire pour arriver à ça? Mais c'est dès l'enfance qu'il faut y arriver. Et l'enfant, naturellement, pour moi, il y est. C'est-à-dire que les signaux, il les a. Il pleure, il crie, il paye. Et c'est de suite dans l'éducation qu'on essaie de les gommer au lieu de s'en servir. Et pour moi, là, les premières erreurs, elle est là. L'émotion, il ne faut pas en avoir peur. Si elle est là, c'est pour nous montrer. C'est les signaux. C'est les signaux de notre voiture. Nous, on n'a pas de signaux. Les signaux, c'est nos sensations, comme disait Véronique, mais qu'on ne veut plus voir, qu'on n'arrive plus à voir. C'est ce que j'ai entendu. Et c'est vrai. Et c'est nos émotions aussi, nos signaux, qu'on n'écoute plus. Parce que très tôt dans notre enfance, on nous a expliqué que c'était pas bien. C'est pas bien d'être en colère. C'est pour moi, c'est très bien d'être en colère. Je le dis parce que là que je suis à l'émission, la colère est très bien. La violence, rarement. Mais pas confondre la colère et la violence. Et si on la confondait pas, peut-être que la colère, on la laisserait sortir de façon gentille, saine, intelligente, et on aurait beaucoup moins de problèmes derrière. De violence et de violence avec soi-même, parce que c'est de la violence avec soi-même. Ce que raconte Véronique, c'est de la violence avec soi-même. Justement, on va revenir à son témoignage. Vous alliez nous parler de ces fameux signaux avant-coureurs que vous n'avez pas écoutés. Quels étaient-ils?
L'épuisement, la fatigue, et effectivement, il y a des petits signaux qui peuvent... J'entendais le monsieur qui est entrepreneur qui parlait de cette ampleur de travail aussi, de pouvoir se poser des limites. Et c'est vrai que quand on rentre dans un système où on n'arrive plus à ça, on a l'impression, en tout cas, d'être épuisé en fin de journée et ce sentiment de n'avoir rien fait. Et que ce sentiment se répète. Pour moi, ça c'est des signes. Je me fierais pas trop aussi à ce que les autres nous renvoient, parce que même si les autres peuvent nous renvoyer des choses et on n'a pas envie de les entendre. Mais c'est vrai que moi j'ai plutôt un caractère où j'ai appris à ne pas montrer. Donc j'ai toujours un caractère qui est assez agréable et donc les gens ne s'étaient pas rendus compte. Donc c'est vraiment intérieurement. Moi je voudrais juste rajouter. Il y a plein de choses que je voudrais dire, mais déjà là, ça me fait penser à pour moi, on a deux ennemis. On a soi-même, d'abord, parce que, effectivement, c'est une lutte. Et puis, je voudrais dire, je trouve qu'ici, on est beaucoup élevés en tant que femmes qui sont fortes, qui doivent tenir les choses. Et puis, on est dans un pays pudique. On ne montre pas nos émotions, etc. On montre pas. Et je pense effectivement qu'il y a aussi une éducation à revoir. Voilà. Et puis la société, c'est aussi un ennemi, parce que c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à en parler. J'en parle pas encore forcément, même si aujourd'hui, si on me pose la question, je suis assez libre là-dessus. Parce que la société voit ça aussi d'un mauvais œil. Quelqu'un qui est en burn-out, oh là là, encore un mois à la mode. Ou alors, c'est quelqu'un de fragile. Oui, c'est ça, les images qu'on va y coller. Et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est encore des images qui ont pu m'être renvoyées, pas directement, parce que je pense que quand on me connaît, on sait que je suis pas quelqu'un de fragile. Mais oui, j'ai été à une période très vulnérable et je peux encore avoir mes vulnérabilités. Et ça fait partie aussi de l'être humain, tout ça. Donc, c'est accepter toutes ces choses-là. Et si je peux juste rajouter un petit truc tout à l'heure, il y avait un monsieur qui me demandait est-ce que ça prenait l'esprit et Marc avait répondu oui. C'est vrai que le burn-out, c'est l'esprit. Moi, j'ai eu cette impression de cerveau cramé. Je trouve que c'est important de dire aux gens il faut absolument repérer et trouver des solutions avant d'en arriver là. Ouais. Parce que nous avons tous acquiescé sur ce plateau. Ouais, j'ai encore des conséquences aujourd'hui, même si je vais très bien. J'ai pas récupéré toutes mes capacités de concentration, de capacité de travail. Même si je me dis ça, tant mieux. Comme ça, le corps me met au moins des limites. Et voilà, j'ai au moins, je sais maintenant plus m'écouter. Mais ça a aussi agi sur mon corps. C'est-à-dire que physiquement, moi j'ai eu des vertèbres qui se sont soudées, des cervicales. Ah oui. Des cervicales. Donc, voilà, tout est arrivé un peu en même temps, mais je sais que tout est lié. Donc, faut vraiment prendre soin de soi et ne pas arriver à ce moment-là. Voilà, c'était le point que je voulais rajouter. Oui, c'est vrai, les conséquences que ça peut avoir sur le physique et cette impression de cerveau cramé. Est-ce que vous dites, ça c'est des signes que l'on peut... Tous ces signes avant-coureurs, si on ne les prend pas en compte avant, est-ce que justement, les conséquences, elles peuvent être de plus en plus graves, entre guillemets? C'est comme tout dans la vie. Si je m'occupe très tôt d'une problématique, je vais pouvoir la régler vite et plus facilement. Plus je laisse courir, plus ça va s'amalgamer et s'ancrer, et plus ça va être difficile. Et on aura besoin de plus de temps. Je vais prendre une autre image pour ceux qui aiment le bateau. Si je laisse une ancre au fond de l'eau et que je la décroche régulièrement, elle va pas. Si je la laisse pendant des années et que tout s'est mis par-dessus, ça va être compliqué. Si j'ai un nœud que j'ai fait en mer et qu'avec l'eau, le sel, je le desserre pas, il va être de plus en plus serré. Pour le desserrer, ça va prendre de plus en plus de temps. C'est exactement ça. Et quelquefois, on va pas pouvoir le desserrer et il faudra faire avec. Donc, par contre, ce que j'aime bien dans ce qu'a dit aussi Véronique, c'est que oui, elle a moins de capacité, c'est vrai, mais en même temps, elle a plus d'acuité. Oui, pour moi, c'est quand même une force. Quand même. C'est là où je le tourne. Elle a plus d'acuité pour voir vite
quand il y a un truc qui ne va pas. Donc ces signaux vont marcher vite. Alors oui, il y a eu de la dégradation, mais en même temps, il peut y avoir aussi une conscientisation beaucoup comme plus... une sensibilité. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui est sensible, souvent les gens... Alors là, c'est une qualité aussi qui est essentielle pour moi, pour l'être humain, c'est la sensibilité. Et il y a des gens, quand je leur dis, surtout les hommes, peut-être je vois ta part de sensibilité. Ah non, comme si c'est mal. Ça comme une... Ah ouais, mais alors que c'est au contraire. C'est la sensibilité qui permet de connecter, qui permet après de se protéger mieux. Et c'est ça qui est dommage de pas s'apercevoir. En fait, on n'est pas humble. Parce que la vie nous donne tout plein de choses et on s'en sert pas. Alors moi, quand j'entends parler d'humilité, l'humilité, c'est de reconnaître Dieu, ou si on n'y croit pas, la nature, nous a donné tout plein de choses. Mais encore faut-il prendre un peu de recul, et je reviens sur ce recul et de temps, pour se rendre compte que la nature est bien faite. Dieu a bien fait les choses. Mettez les mots que vous voulez, là, suivant vos croyances et vos convictions. Mais par contre, est-ce que l'être humain s'en sert? Comme vous disiez en début d'émission, on a les ressources en nous. Oui, je pense. Alors franchement, ça... Et quand on a des manques, l'avantage d'être dans l'humanité, c'est que quelqu'un va avoir la force que nous, on n'a pas. Et donc, on peut compenser. Et c'est là où l'interrelationnel pour moi, est essentiel et que j'adore ce pays aussi pour ça, parce qu'on est complètement différents. Et donc, au lieu d'en faire des oppositions, on en ferait des complémentarités, parce que ce que je n'ai pas comme force, l'autre là, c'est vachement intéressant. Mais bon, voilà. On en parlera encore des heures. Malheureusement, on arrive, je suis désolée, au terme de cette émission. Il va falloir la refaire, mais je souhaitais, avant la fin de l'émission, pouvoir donner le numéro de SOS Écoute pour ceux qui nous écoutent. 05 30 30. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous avec autant de sincérité. Merci bien. Et bien sûr, je répète, 05 30 30, le numéro de SOS Écoute.